Bien, bonjour tout le monde, séance du mardi 24 janvier 2023, thématique abordée, donc le modèle d'équilibre des actifs financiers, donc le MEDAF, connu aussi sous le acronyme CAPM, qui veut dire Capital Asset Pricing Model. Ça, c'est l'appellation anglo-saxonne. La dernière fois, on a abordé ensemble ce qu'on appelle la la gestion de portefeuille et on a établi, euh, parlé de ce qu'on appelle la frontière efficiente. Et donc, on a dit tout simplement ceci. Euh, si, euh, si donc je prends ce qu'on appelle le couple rentabilité-risque, d'accord, dans un espace à deux dimensions. Donc, vous avez par exemple ici en abscisse le risque d'un portefeuille P, qu'on note par sigma de RP. Et vous avez bien sûr l'espérance et rentabilité du portefeuille P qu'on appelle espérance de RP. Et donc là, on peut se constituer une multitude de portefeuilles, d'accord? Et on a démontré que forcément, quelque part, il va exister ici va déterminer ce qu'on appelle ici une frontière, une frontière efficiente. D'accord? Nous avons ici un certain nombre de portefeuilles. Donc ici, vous avez tous les portefeuilles possibles qu'il est possible de constituer. Et donc toute cette région-là, à la limite, c'est une région qui est quasiment grisée, en fait. Donc, ça veut dire concrètement que toute cette région-là, ce sont des portefeuilles. Voilà, tout ça. Tous les portefeuilles, il est possible de constituer, d'accord? Okay. Et parmi tous ces portefeuilles, n'est-ce pas, on va, on parlera de frontières efficientes. Que représente la frontière efficiente? Ce sont tous les portefeuilles qui vont se trouver dans cette enveloppe, tous les portefeuilles qui vont se trouver dans cette enveloppe, tels que, regardez bien, tels que pour un risque donné, donc sigma de, je sais pas, RI, il offre la plus grande rentabilité. C'est-à-dire, tous les portefeuilles qui sont là, voyez, ils ont le même risque, ils ont tous le même risque, mais celui-ci a la plus forte rentabilité. Donc, on dit qu'il fait partie de la frontière efficiente. D'accord? Il concourt, il est dans cette courbe-là. Donc, inversement, si je prends un portefeuille dont la rentabilité est connue, par exemple, elle est là, donc je prends ce portefeuille qui a cette rentabilité-là, eh bien, ce portefeuille-ci, donc pour une rentabilité donnée, ce portefeuille-là est le portefeuille efficient. Pourquoi? Parce que pour une rentabilité donnée, il offre le plus faible risque. Donc, un portefeuille est efficient si pour un risque donné, il offre la plus grande rentabilité. Et bien sûr, pour une rentabilité donnée, il offre le plus faible risque. D'accord? Autrement dit, si je continue comme ça, vous voyez, ce portefeuille-là sera plus risqué. D'accord? Donc, tous les portefeuilles qui appartiennent à cette courbe EF, d'accord? Tous les portefeuilles qui appartiennent à cette courbe EF
forme ce qu'on appelle la frontière efficiente. Donc, tous les portefeuilles que j'ai ici, donc tous les portefeuilles qui appartiennent à la courbe F, d'accord, sont des portefeuilles donc, qui appartiennent à la frontière efficiente, et tous les portefeuilles qui se trouvent en dessous, tout cela, sont des portefeuilles qui ne sont pas efficients. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Donc, en fait, ici, les portefeuilles que j'ai indiqués ici, d'accord, ils présentent tous un certain risque, d'accord? Et on a expliqué la dernière fois qu'il était possible de composer, de former, de combiner des titres pour justement, dans le but de diversifier au mieux le portefeuille. On a rapidement vu qu'effectivement, des titres corrélés négativement nous permettaient de diluer le risque. Et on a établi que lorsque la corrélation était parfaite égale à 1, la diversification n'apportait rien. Et donc, et on a montré que lorsque la corrélation était négative et parfaite, donc égale à -1, on pouvait trouver un portefeuille à risque égal à 0. D'accord? Donc voilà ce qui a été établi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre deux actifs risqués, comme on a fait, d'accord? Au lieu de prendre deux actifs risqués, cette fois-ci, ce qu'on va faire, cette fois-ci, on va prendre, on va dire qu'un des deux actifs est un actif sans risque. Qu'est-ce que ça veut dire un actif sans risque? De façon concrète, ça voudrait dire quoi? Pour lequel on n'a aucun risque de perte en soi. Voilà. Alors, ça se traduit par quoi, en général? Si je vous donne un article, je vous dis que le titre a une rentabilité RF. Et si je vous dis qu'il est sans risque, ça veut dire quoi? La rentabilité, elle est positive, non? Elle est? Positive. On peut avoir un titre qui a une rentabilité positive et être risqué. Ça veut dire que RF égale 0. Comment? Il y a un écho, je pense. Attention, Il y a un écho. il faut Moi, je ne sais pas si c'est moi ou. Oui, Je crois que il faut couper vos haut-parleurs. Quand ceux qui ont des haut-parleurs branchés, il faut les débrancher, en fait. Parce que ça fait écho, en fait. Si ça fait écho, je pense que je pense que c'est bon. Ah. Du coup, je disais que c'est-à-dire que RF égale 0. RF égale 0? Non, je ne sais pas. Mais RF, c'est la rentabilité. Ah, c'est la rentabilité, pardon, ok. Oui. Ah, je pense. Non, non, du coup, sans risque, le risque, c'est l'écart type, c'est ça? Voilà. Tu veux dire ça, voilà. Ça, Oui, voilà, ça, voilà, oui. là, oui. Oui, voilà, oui. Un actif sans risque, c'est un actif dont le risque est nul, en fait. Ça veut dire que si vous prenez le titre, il a une rentabilité de 4%, vous me suivez ou pas? Ça veut dire qu'il aura toujours l'écart. Dans le temps, ce sera toujours 4%. Donc, c'est un risque, c'est un titre qui n'est pas risqué. Ce titre-là, ça, c'est une rentabilité moyenne, RF. Si vous avez un titre dont les rentabilités font ça, là, vous avez ce qu'on appelle un écart type. Est-ce que c'est bon? Donc, un titre sans risque, c'est un titre dont l'écart type des rentabilités est nul. C'est logique. Autrement dit, on vous assure que vous êtes garanti d'avoir 4% sur la durée. OK? Vous comprenez? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, un des actifs est un actif sans risque. Donc, forcément, s'il est sans risque, il va se trouver sur quel axe ici? S'il est sans risque, il va se trouver où? Dans l'axe des abscisses. Ah bon? Ici? Ben là, il y a un risque. Non, mais je veux dire, au point zéro, sur l'abscisse, il sera tout à gauche.
à point l'origine. Puisque le risque, il est sur l'axe des abscisses. Où se trouvent tous les titres qui ont un risque nul? Bah, à l'ordonnée à l'origine. Ah, voilà. Tous les titres qui sont là, tous les titres qui sont là ont un risque égal à 0, oui ou non? Puisque le risque, il est sur l'axe des abscisses. Là, j'ai un risque égal à Ah, 0. d'accord, ok, j'avais pas compris. Donc, Oui. tous les titres qui sont là, est-ce que tout le monde a compris? Tous les titres Ouais, qui ouais. sont là ont un risque nul. Ah, c'est pas ce qu'il avait dit, Michel? Non, il a dit Ah, j'ai dit, en fait, j'ai dit que c'était sur l'axe des abscisses. sur Non, l'abscisse, c'est le point, Ah, ok. point 0, mais oui, c'est Ok. non, Michel, il n'a pas dit ça, en fait. oui, pas vraiment. Bon, est-ce que vous avez compris? Donc, forcément, bah, si vous Ouais. avez, si vous avez un titre qui est là, il est forcément risqué. Et son risque, il est là. Et sa rentabilité, elle est là. Est-ce que ça va? Mhm. Mais si vous avez un titre qui est là, bah, son risque, il est nul. Et sa rentabilité, elle est là. Puisque ça c'est le couple risque-rentabilité. Ou rentabilité-risque. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Donc ici, il est question de prendre, un actif risqué et un actif sans risque. Donc, on va les combiner dans un portefeuille. Est-ce que c'est bon? Et donc, on va dire, par exemple, le portefeuille P est constitué de une fraction du titre A, une proportion du titre A, d'accord? Et bien sûr, le restant, c'est combien? Bah, la fraction du chiffre B, non? C'est-à-dire combien? Non, attendez. Là, c'est sans risque, c'est ça? Pas zéro, non? Non, je répète. Attends. J'ai un Ouais, portefeuille qui, il faut bien suivre. Hein. Vous avez perdu vous avez perdu le, 1 moins X. voilà. Si j'ai X fractions, si j'ai une fraction X dans le titre risqué, il me reste 1 moins X. Ah bah oui, logique, oui. Est-ce Oui, que oui, ça va? Faut bien comprendre ça. Ça, c'est mon portefeuille. oui. Qui est composé de quoi? D'un titre risqué, d'accord? D'accord? Qui est composé d'un titre risqué qui va se trouver par exemple ici, d'accord? Qui va se trouver par exemple ici, qui va se trouver ici, par exemple le titre A, ou peu importe, ici, et un actif risqué qui va se trouver ici. Sans risque, admettons qu'il soit là. Est-ce que ça va? Donc là, j'ai le titre A, portefeuille A, et là, j'ai le titre sans risque RF. D'accord? C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Très bien. Je peux donc déterminer, vous avez compris que là, j'ai l'équation, je peux former l'équation d'une droite. La droite qui passe par ce point et ce point. Est-ce que ça va? Mhm. D'accord? Alors, j'applique mon cours qu'on a déjà vu sur, parce que RP, RA, RA sont des variables aléatoires. Mais RF, c'est un titre sans risque. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que l'espérance de RF est forcément égale à combien? Puisque c'est un titre sans risque. Hein? RP moins RX de RA. Non, l'espérance de C'est égal RF. à 1? Ah, Non, pas 1, non, du coup. Si je vous dis que j'ai un titre sans risque de rentabilité 4%, quelle est son espérance de à rentabilité? 4%. Eh bien voilà, c'est RF. Ça, Ah oui, oui. c'est Ah, sans risque. d'accord. Oui, oui. Bien comprendre ça. C'est bon? Et si je vous dis quel est son risque, vous écrivez Ah, du coup, risque 0. de RF égale 0. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Bon. Donc ici, je vais calculer l'espérance de la rentabilité du portefeuille. Donc j'applique mon cours et j'écris espérance de RP, d'accord, est égal à quoi? X
espérance de RA, d'accord? Vous me suivez? Plus 1 moins X, espérance de RF. Mais espérance de RF, c'est quoi? C'est RF. RF. RF, ouais. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, ça, c'est la rentabilité du portefeuille, oui ou non? Mhm. OK? Donc là, j'ai tracé une droite. Ça veut dire que si mon portefeuille est exclusivement composé de A, c'est-à-dire à 100% que du A, ça veut dire que X ici est égal à combien? À 1. Vous me suivez ou pas? Mhm. Et ici, ça fait combien donc? Bah, 1 moins 0. 0, ça fait Donc 1. 0. En fait, Ah, le portefeuille est 100% composé de 1 moins 1, oui. Excusez-moi. 1 moins 1, oui, 100%. Vous me suivez ou pas? Maintenant, le portefeuille, il peut être aussi composé que du titre sans risque. J'ai ici tout ça. Donc, ça veut dire que quoi? Que ça, c'est 100%. Et donc là, c'est combien? Ben, 0. Vous me suivez ou pas? Oui. Ce qui veut dire que les portefeuilles que je peux former ici, ils vont se déplacer sur cette droite. OK. Monsieur, Oui. pourquoi ils se déplaceront sur la droite? Alors, en fait, c'est ce qu'on va essayer d'établir. C'est d'établir que entre tous les points qui sont là, ils sont forcément sur une droite. Donc, on va trouver une relation linéaire, entre justement le risque du portefeuille et sa rentabilité. C'est ce qu'on va essayer d'établir. Mais ici, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je mets 100% ici, 100% ici, je serai dans ce point-là. Oui, Si je mets 50% ici, je serai où? au milieu. Voilà. Si je mets ici 80%, est-ce que je serai plus proche de A ou de F? De A. Ah, ouais. Vous me suivez ou pas? Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Si je me place là, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que le risque augmente, non? On s'éloigne de F. Non, qu'est-ce qui se passe en termes de proportion? Ah, ok. Vous m'avez dit, si je me place là, vous m'avez dit, je suis à 100% dans A. D'accord. Si je me place là, vous m'avez dit, Bon, mais plus que 100% sur A. on est plus que, 100%, voilà. Et si on est plus que 100% sur A, ça veut dire que la proportion ici est comment? bah, nulle fois négative. Négative. Ça veut dire concrètement que je vais emprunter au taux sans risque pour investir dans le portefeuille, pour avoir bénéficié de ce qu'on appelle l'effet de levier. Vous comprenez ou pas? Ok. C'est-à-dire que vous allez emprunter pour acheter des actions. Donc là, vous aurez forcément ici un X qui sera plus grand que 1. Mhm. Voilà. Et donc, si celui-là est plus grand que 1, c'est que celui-là est négatif. Et ça veut dire quoi négatif? Ça veut dire que vous allez emprunter pour justement acquérir plus de A. Est-ce que c'est bon? Bon. Ouais. On continue. On a établi ensemble qu'on peut déterminer le risque du portefeuille. Mais, qu'est-ce qui est écrit ici? Le risque de RF, c'est 0. Mais si j'applique, ça serait bien de revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois. Si j'applique mon cours de la dernière fois, j'ai dit quoi? Que le risque du portefeuille, donc sa variance, vous vous rappelez, la variance de RP, qu'est-ce qui peut me rappeler à quoi est égale la variance de RP? Allez, on va voir si vous avez retenu. Allez. Alors, c'est Juste X, le début. Allez-y, Michel. X de RA, non? Non, Michel. Ah non, il n'y a pas de X. Je crois que je sais que c'est la formule d'identité remarquable. On part de là. Là, on part de ça. Hein, et je vous demande de me calculer la variance de la rentabilité du portefeuille. C'est-à-dire sigma 2 de RP. C'est combien?
Euh, J'applique le cours. XA carré. Voilà, x carré, variance de RA. C'est Ah, bon, voilà. vous vous rappelez de ça? Ouais, c'est bon. Plus 1 moins 1 moins x carré. Vous me suivez ou pas? Voilà, tout ça, on l'a vu. 1 Ouais. moins x carré. sigma Variance la variance de de RF RF. et 2 fois Voilà, plus 2 fois x, ouais, OK, fois ouais, 1 moins x. Ça va? yes. Et après, c'est la Covariance de variance de RA-RF. RARF. OK, très bien. Covariance de RA-RF. OK. Ben, on voit très vite que le risque de RF, c'est combien? C'est 0. Hmm. Donc, ce terme-là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vire en fait. Il disparaît. Ouais. Mais la covariance entre RA et RF, la covariance est forcément, il n'y a aucune corrélation entre RA et RF. Donc, la covariance ici est aussi égale à combien? À 0. Hmm. Donc, le risque du portefeuille, c'est quoi? Sigma 2 de RP est égal à quoi? X carré Très fois bien. sigma Voilà. RA. X carré, variance de la rentabilité Ouais, du voilà, excuse-moi. portefeuille A. Est-ce que ça va? Ouais. C'est Ouais. bon? De là, je tire quoi? J'en déduis quoi? Que, alors, cette quantité-là est positive. Vous me suivez ou pas? Cette quantité-là est positive. Oui. Mhm. X est positif. Oui, Sigma sigma de RA est positif. oui. Ce qui veut dire que la racine carrée à gauche est égale à la racine carrée à droite. Ce qui veut dire donc ici que le risque du portefeuille, d'accord, est égal à quoi? À X que multiplie le risque du titre. Est-ce que ça va? Ouais. J'en déduis quoi? D'où X égale sigma de RP divisé par sigma de RA. Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon pour moi. D'accord? Très bien. Cette valeur-là, je vais la remplacer ici, c'est-à-dire le X qui est là, je vais remplacer le X par ça. Donc, avant de faire ça, si vous permettez, je vais développer tout ça. Je le fais ici. Hein. Ça va, vous suivez jusque-là? Oui. Okay. Oui, OK. Alors, ici, si vous permettez, je vais développer, réarranger tout ça ici. Je vais donc avoir ici, alors, je vais prendre une autre couleur pour que vous voyez mieux. Donc, je vais écrire espérance de RP est égale à X espérance de RA. Je développe plus RF plus RF moins XRF. Vous me suivez? J'ai développé en fait. D'accord? Je vais multiplier ça par 1 et ça par moins X. Ça va? Oui. Là, je peux mettre quoi en facteur? X en facteur. D'accord? Ça me fait donc espérance de RP est égal à quoi? À RF tout seul. Ça va? Mhm. Plus, je mets X en facteur. Ça me fait bien espérance de RA moins RF que multiplie X.
Est-ce que ça va? Oui. Oui. Si vous mettez X en facteur, d'accord, ça fait bien espérance de RA moins RF. C'est bon? Ça va? Et le X, je l'ai exprimé en fonction du risque du portefeuille et du titre. Donc, je vais le remplacer ici. Ça me donne quoi donc? Espérance de RP est égale à quoi? À RF plus je trace un trait de fraction. Ici, je mets sigma de RP. Au dénominateur, je mets sigma de RA. Et au numérateur, je mets espérance de RA moins RF. Est-ce que vous avez compris? Comment on dit, j'ai remplacé le X par ce rapport-là. Il est là. Vous voyez le X. Sigma de RP sur sigma de RA. Est-ce que ça va? On n'aurait pas pu mettre le sigma de RP en numérateur enfin, on aurait mis une parenthèse, mais Oui, non, ça c'est pour vous montrer que, en fait, c'est pour vous montrer que, pour répondre à la question d'Areski tout à l'heure, pour vous montrer que ça c'est l'équation d'une droite, en fait. ah, d'accord. Vous voyez, ça c'est l'abscisse, ça c'est Y, vous voyez, ça c'est Y égale, vous voyez, Y égale, petit b, ordonné à l'origine, plus coefficient directeur, petit a, que multiplie sigma de RP x. C'est comme si vous aviez ici x et là y. Et la, Ah, d'accord. Ouais. et la pente, vous savez ce que c'est la pente de cette droite? Je vous la montre. Très important. C'est ce qu'on appellera le, je vous le dis tout de suite, ce qu'on appellera le ratio de Sharp. On appellera le ratio de Sharp. Ça veut dire concrètement quoi le ratio de Sharp? Regardez bien. Là, c'est le titre. Là, c'est le titre. Là, c'est A. Ce rapport-là, si vous regardez bien, c'est ça divisé par ça. Ou si vous préférez, je vais vous le montrer plutôt ici, vous allez mieux comprendre. Regardez. C'est la pente de cette droite, regardez. C'est ça divisé par ça. Alors, vous allez me dire, ça c'est quoi? Ça. Cet écart-là, c'est combien? Alors, je le fais en bas, je prolonge. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est le titre A? Vous me suivez ou pas? Oui. Là, qu'est-ce que je lis à gauche? Là, je lis espérance de RA, oui ou non? Là, espérance de RA. Là. Et là, qu'est-ce que je lis? Risque de RA. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon? Est-ce que vous voyez que cet écart-là, c'est cet écart-là? Oui. Et cet écart-là, c'est quoi? C'est cette distance moins cette distance. Je répète, cette distance-là, Ouais. cette longueur-là, c'est bien cette longueur moins cette longueur. Oui, effectivement, oui. Cette Oui. longueur-là, qu'est-ce que c'est? C'est espérance de RA.
cette longueur de là à là, de là à là, c'est espérance de RA. Oui. Et cette longueur-là, de là à là, c'est quoi? C'est espérance de RF. Oui, c'est RF. Hmm. Donc la différence, c'est quoi? C'est bien espérance de RA moins Sigma, RF. merde. Ok. Vous voyez ou pas? Ah, d'accord. Vous avez bien ici, cet écart-là. C'est bon? Et le dénominateur, c'est quoi? Quel est cet écart-là? Cet écart-là, c'est celui-là. Cet écart, Oui. c'est celui-là. Et cet écart-là, c'est combien? Écart Risque type de E. RA. Ben voilà. Donc ça, c'est bien la pente de cette droite. D'accord, oui. Et, Juste, monsieur, oui, vous pouvez réexpliquer, enfin, j'ai compris avec le graphique. oui. Pas le graphique, oui. Mais avec la formule, j'ai pas vraiment compris comment vous êtes passé de la deuxième à la troisième ligne, en fait. Enfin, pour le X surtout. Ouais, Enfin, en fait, passer en de gros, X regarde ce qu'il a fait. Tu sais que X est égal Attends, c'est espérance, c'est ça? Sigma non, c'est R. écart type. Écart type, ouais. Sigma RP sur Sigma RA. Ouais, Ok? Imagine, tu remplaces ton X par Sigma RP et Sigma RA. En ouais. fait, le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il a gardé Sigma RP en dénominateur commun. Et ce qui est en dessous, donc au dénominateur, il l'a mis en dessous de espérance de RA moins. Alors, je vais montrer autrement. Regardez, pour répondre à ce que dit Michel, ce qui est exact. Regarde. Qui a C'est posé, Dylan, ouais. qui a posé la question? C'est Dylan? C'est Rudy. C'est Non, non, Rudy. Regarde Rudy. Tu vois le X qui est là? Regarde, le X qui est là. Je l'enlève, hein, d'accord? Je l'enlève. Ouais. OK, Oui. je l'enlève. Tu as compris pourquoi il y a un X ici, hein? Tu as compris? Oui, ça, c'est bon. Je l'enlève. Regarde Rudy. Je l'enlève et je le remplace par ce qui est là. Oui. J'écris ce qui est là. Et il y a Ok. écrit quoi? Ben, j'écris ce qui est là, c'est-à-dire écart type de RP, d'accord? Mhm. Divisé par écart type de R1. Ça va? Jusque-là, ça va. OK? Pour multiplier une fraction par une autre, ben, je multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Oui, Mon numérateur, je l'ai gardé. Et mon d'accord. dénominateur, je l'ai mis en dessous de l'autre, c'est tout. Ok. Tu vois, ici, c'est comme s'il y avait sur 1. Ah oui, ok. Ah oui, oui. Ouais. Ça sur ça fait ça. Oui, c'est vrai, c'est plus Là, logique. je l'ai gardé au numérateur pour avoir la forme y égale à petit b a fois x. Ok, ouais. Ouais, c'est mieux. Ok, ça marche. Vous avez compris le raisonnement? Oui, merci. Alors, je vais vous présenter ça plus proprement. Alors, voilà. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Donc, situation où l'on peut placer ou emprunter. Vous voyez, quand je vous dis emprunter au taux sans risque, ça veut dire que le taux de le X est plus grand que 100. Est-ce que c'est bon? Que 1, en fait. Vous avez compris? Situation où l'on peut placer donc une partie dans A et une partie dans l'actif sans risque. Mais on peut emprunter et mettre un peu plus dans le portefeuille A. Est-ce que c'est bon? Donc, situation où l'on peut placer ou emprunter au taux sans risque RF. Donc, un actif sans risque a une variance nulle, c'est ce qu'on a dit. Donc, un écart type nul. Est-ce que ça va? Considérons un portefeuille P composé d'un actif sans risque et d'un actif risqué grand A, de rentabilité RA. D'accord? Le portefeuille est constitué d'une proportion X de l'action A et d'une proportion 1 moins X de l'actif sans risque. Donc, mon portefeuille, il est ainsi formé. Est-ce que ça va? Je calcule mon espérance. L'espérance de RF, c'est RF. Je calcule le risque du portefeuille. Je sais que ma covariance entre RA et RF est nulle. Je sais que le risque du titre sans risque est nul. Donc, le risque du portefeuille est égal à x carré, risque de RA. Et je tire de là la relation x égale sigma de RP, sigma de RA. Est-ce que ça va? Ouais, pour l'instant, moi, c'est bon. Et de là, comme je vous l'ai dit, je déduis la relation qui est ici. La relation qui est ici, alors, pardon, j'ai pas avoir fait de bêtises. J'ai perdu. Ah, alors, on dirait que j'ai perdu mon. Non.
C'est bizarre. Alors, je sais pas où. Vous n'avez pas CTRL Z, monsieur? Hein? Vous n'avez pas CTRL Z dans votre diapo? Enfin, dans le classeur que vous avez ouvert? CTRL Z, c'est-à-dire. Ça permet de De revenir en arrière. CTRL Z à quoi? Avec le clavier, vous voulez dire? Oui, avec le clavier, oui. CTRL D'habitude, Z. c'est un raccourci qui Non. permet de. Oui, mais CTRL Z, ça me renvoie sur un truc que j'ai modifié. Ah, d'accord, ça. Non. Ouais. Bon. Bon, tant pis. Alors, attendez. Vous avez supprimé votre Je vais- feuille. Je vais faire comme ça. Alors, attendez. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, donc là, vous avez compris que si, donc là, je vais supprimer un peu tout ça, ou plutôt tout ça. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que on a établi, alors, je vais supprimer, voilà, qu'on soit un peu d'ordre, voilà. Donc ici, par rapport à cette relation-là, OK, là j'efface, ça j'en ai pas besoin, voilà, tout ça j'en ai pas besoin, voilà. Donc tout ça, on a établi ce qui nous permet de faire ça. D'accord? Ici, on a développé, vous vous rappelez, on a développé tout ça et on a obtenu, voilà. On a développé tout ça, on a obtenu espérance de RP est égale à X espérance de RA plus RF moins X espérance de RF. Est-ce que, moins X RF. Est-ce que ça va? Donc, on a écrit espérance de RP est égale à RF. Et j'ai mis quoi en facteur? J'ai mis le X en facteur. D'accord? Ce qui me donne X facteur de espérance de RA moins RF. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, j'ai dit espérance de RP, pardon, est égale à RF plus, je remplace le X par sa valeur. D'accord? Ce qui me donne risque de RP sur risque de RA que multiplie espérance de RA moins RF. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va jusque-là? Pour l'instant, moi, c'est Et donc ça, je peux le réarranger simplement pour faire ressortir la relation linéaire entre l'espérance de RP et son risque. Donc ici, j'ai RF plus, je trace un dénominateur, j'ai espérance de RA, mon numérateur, c'est celui-là, espérance, risque de RA, espérance de RA moins RF, et je garde celui-là ici. Je multiplie, voilà. Est-ce que ça va?
C'est bon? Ouais, pour moi, c'est bon. Oui. Voilà, donc en fait, c'est ce que j'ai écrit ici, mais simplement, quand cette notation que j'ai indiquée ici, la notation que vous voyez là, c'est tout simplement quand je dis RP, je veux dire espérance de RP ici. D'accord là? Donc là, en fait, il faudrait que je rajoute espérance de RP, RF et écart-type. Voilà. D'accord? Quand je dis le signe sigma, ça se lit comme ça. OK? Ça se lit comme ça. D'accord? Et celui-là se lit comme ça. C'est bon? Oui? Ouais. OK. Alors maintenant, regardez bien. Regardez bien, je vous expliquais la notion de linéarité. Regardez bien. Je prends ici un titre A. Je prends ici le titre A. Dont la rentabilité et espérance de RA, et dont le risque est sigma de RA. Sachant que là, j'ai la relation, encore une fois, ici, il faut bien comprendre que là, j'ai risque du portefeuille, donc sigma de RP, oui, sigma de RP, et là, j'ai l'espérance de RP. Est-ce que ça va? Hein? Sigma de RP, abscisse, et espérance de RP ordonnée. C'est bon? Ouais. Et là, je prends le titre A, dont le risque est sigma de RA, d'accord? Et la rentabilité, l'espérance de RA. Ça va? Maintenant, je prends un titre sans risque, que j'appelle titre sans risque, qui est ici. Titre sans risque est ici. Le risque est nul, mais sa rentabilité, c'est tout simplement RF. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Ça, c'est le titre sans risque. L'espérance de RF, c'est RF. Oui ou non? Et l'écart type de RF, c'est 0. C'est pour ça qu'il est là. Vous me suivez? Oui. Je trace sa droite. Je trace la droite qui joint le point A et le point F. D'accord? On a expliqué tout à l'heure que lorsque X est compris entre 0 et 1, les portefeuilles avec X compris entre 0 et 1 sont entre ce point et ce point. Est-ce que c'est bon? Mais si X est plus grand que 1, je suis de ce côté. Autrement dit, j'emprunte pour acheter du titre. Ça va? Tout à fait. Maintenant, pour déterminer la pente d'une droite, comme on dit en anglais, rise over run. En anglais, on dit la pente d'une droite, vous avancez d'une certaine distance et vous montez d'une distance. C'est ça la pente. Donc la pente, c'est quoi? C'est cette longueur-là, c'est ça, divisé par ça. Est-ce que ça va? Autrement dit, si ce point-là, je l'appelle A, ce point-là, je l'appelle O, ce point-là, je l'appelle A, ce point-là, je l'appelle B, et bien la pente de cette droite, c'est AB sur OA. Est-ce que ça va? C'est ça divisé par ça. Non? Vous ne comprenez pas ça? Vous voulez dire que AB sur OA égale à OB?
Non. La pente de Ouais. cette droite, c'est ça divisé par ça. Quand tu prends une pente à 5%, sur 100 mètres, tu montes de 5 mètres. Ça fait 5 sur 100. Ouais, ok, bah oui. Ah, d'accord, ok. Alors, peut-être que vous allez mieux le voir comme ça. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est des choses que l'on apprend, allez, on va dire en classe Ça fait très longtemps. en classe de troisième, on apprend ça. Oui, on est d'accord. Bon, regardez. Je prends un exemple. Si je prends Y égale à 1 demi de X. Tout le monde a compris que la pente, c'est 1 demi. Oui. Bon, si je veux tracer cette droite, je vais la tracer. Enfin, monsieur, quand vous parlez de pente, vous parlez de la direction de la pente. C'est le coefficient directeur. Oui, voilà, d'accord, ok. Très bien. La pente d'une droite, c'est le coefficient. On dit pente lorsque les axes sont perpendiculaires, mais en général, on dit coefficient directeur. Donc la pente, la pente cette droite, c'est 1 demi. Et je vérifie. Regardez bien. D'accord. Mais et comment on appelle le côté du rectangle qui est le plus long, du coup? Vous savez, quand la distance OB sur votre. Attends, laissez-moi finir, Michel. Après, Ok, tu me d'accord, diras. Après, tu me diras. Ok. Donc cette droite-là, elle passe par 0, 0. Et elle passe par 2. Vous me suivez ou pas? 2, 1. Oui ou non? Oui. Voilà. Elle passe par ce point-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Cette droite-là, elle passe bien par 0, 0 et par 2, 1. Donc, je la trace. Je la trace. Et regardez sa pente, c'est bien 1 divisé par 2. 1 divisé par 2. La pente, c'est ça divisé par ça. Vous avez compris? 1, ça fait 1, ça. Oui, 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 Et là, oui, ça oui. fait quoi? Ça fait 2. Donc, ça fait bien Ça fait 1 demi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, en fait, la pente de cette droite, je peux la prendre où je veux. La pente de cette droite, ça va être quoi si je me mets ici? Ça va être quoi si je me mets ici? Ben, ça va être ça, divisé par ça. Vous comprenez? Oui. La pente de cette droite, je peux me mettre ici. Je peux me mettre ici. Ça va être quoi si je me mets ici? Ben, ça va être ça, divisé par ça. Et ça, vous retrouvez la propriété Thalès. Ça divisé par ça est égal à ça divisé par ça. OK? Donc, quelle est la pente de cette droite? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux la retrouver comme ça? C'est quoi? C'est ça. Ça. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein, je ne fais pas tout ça pour rien. Ouais, c'est bon. Donc, c'est ça en orange divisé par ça en jaune. Oui ou non? Ouais, ouais, c'est bon. Orange, quelle est la distance orange? Quel est cet écart-là? Tout le monde a compris que cet écart-là, c'est le même qu'ici. Oui. Ouais. Donc, c'est bien espérance de RA. Cet écart-là, de là à là. Cet écart-là, cet écart-là, C'est moins cet espérance de écart-là. RA. C'est ça. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, je Ouais. prends, parce que je n'avais pas de couleur, pour trouver cette longueur-là, je fais cette longueur-là, qui est égale à espérance de RA, De RA moins moins cette longueur-là, qui est quoi? RF, en fait. Voilà. Divisé par quoi? Par cette longueur-là, qui est C'est quoi? ça. Bah, c'est écart type de RA. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que ça, c'est bien la pente d'une droite. Vous comprenez? Mhm. Espérance de RA moins RF, etc. Alors, et ça, on l'appelle on l'appelle le ratio, ça.
Donc là, j'aurais pu… Là, ça se lit espérance de RA moins RF sur écart type de RA. Vous avez compris, là, c'est une abréviation. Hein. Donc ça, c'est le ratio de Sharpe. Donc, lorsque vous avez affaire à deux titres A et B, à deux portefeuilles A et B, qui ne sont pas, on va dire, vous prenez deux titres A et B dont vous avez la rentabilité et dont vous avez le risque. Vous me suivez ou pas? Et vous voulez faire un choix. D'accord? Vous voulez faire un choix. Admettons que le portefeuille A soit ici. D'accord? Et vous avez le choix entre ce portefeuille et ce portefeuille. Je prends maintenant le titre que j'appelle cette fois-ci B et qui va se trouver ici. Vous devez choisir entre A et B. Lequel vous allez choisir? Celui qui a le plus de rentabilité sur. En fait, vous allez regarder ce qu'on appelle la pente de la droite, la plus importante. Autrement dit, le ratio de Sharpe le plus important. Et regardez bien ici, si je trace la droite qui passe par RF et le point B, d'accord? Et vous remarquez très vite que la pente de cette droite Elle est plus élevée. que celle-ci. Parce que le ratio de Sharpe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le gain par unité de risque, c'est-à-dire que cette pente, elle est plus forte ici qu'ici. Est-ce que c'est bon? Donc, j'aurais l'occasion de vous donner un exercice là-dessus. Il ne faut pas oublier le ratio de Sharpe. Donc, rentabilité du titre moins RF sur risque du titre. OK? Alors, je peux d'ores et déjà vous poser une question, histoire de, comme ça, vous… Est-ce que ça va jusque-là? Vous avez compris ce que je viens de faire? Oui, monsieur. Oui, Donc, vous avez compris qu'en fait ici, à choisir entre ce portefeuille, entre les je prends des portefeuilles qui ont le même risque. Oui? Ils ont tous le même risque, puisqu'ils sont sur cette droite-là. Vous me suivez ou pas? D'accord que A et B ont le même risque. Oui, A et B ont le même risque. Vous voyez que la rentabilité de B est plus grande que celle de A. Oui. Tout simplement parce que, si vous regardez bien, la pente de la droite qui passe par B est supérieure à celle qui passe par A. Et la pente de cette droite, c'est le ratio de Sharpe. Mais monsieur, Oui. Cette formule, elle ne marche que si on a un titre qui ne comporte aucun risque. Ah oui, ce que je fais là, c'est un portefeuille constitué d'un titre et d'un titre non risqué. D'accord. Et si on avait, par exemple, 3 titres et un seul qui n'a pas de Non, risque? c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais vous poser comme question. Je vais vous poser comme question. Attendez, donnez-moi juste 2 secondes. D'accord, d'accord. Je récupère le sujet. Non, je vais effacer. Je pose la question suivante. Donc, alors, je vous dis ceci. Nous avons donc 5 portefeuilles, P1, P2 à P5, d'accord? Donc, on a 5 portefeuilles, P1 à P5. Alors, je suppose que ces portefeuilles-là font partie de quoi? Appartiennent à la frontière efficiente. D'accord? Ce sont des portefeuilles, si vous voulez, efficients. OK? Ce sont des portefeuilles risqués et efficients. Est-ce que ça va? Oui. OK? Et donc, ils ont les caractéristiques suivantes. Donc, je vous donne leurs caractéristiques. D'accord? Donc, ici, j'ai P1. Ici, j'ai P1. P1, P2, P3, P4 et P5. D'accord? Ici, j'ai la rentabilité attendue. Rentabilité attendue.
ou espéré, hein, puisque tout ça, on est bien sûr en avenir aléatoire. Et là, vous avez l'écart-type. Et les portefeuilles de P1 à P5 sont de portefeuilles efficients. Donc P1, donc c'est rentabilité à 6%, pour P2, 7%, pour P3, 8%, pour P4, 9%, et pour P5, 10%. Donc, l'écart type donc, de P1, P2 à P5 sont respectivement de 5, 66%, de 7%, de 9, 31%, de 12, 0,6% et de 15%. D'accord? Alors, sachant que le taux d'intérêt des actifs sans risque, donc sachant que RF, sachant que le taux d'intérêt des actifs sans risque est de 2%. Vous me suivez? Hein? Sachant que les taux d'intérêt des actifs sans risque est de 2%. Quel portefeuille choisir? Quel portefeuille choisir en vous basant sur le ratio de Sharpe? OK, allez, je vous laisse. Alors, je vous rappelle peut-être le ratio de Sharpe, que je réécris ici, si vous ne l'avez pas. Voilà. Voilà le ratio de Sharpe d'un portefeuille A. OK? OK. Voilà. Donc, en fait, ici, comme c'est indiqué, donc c'est dans le ratio de Sharpe, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle la rentabilité excédentaire par unité de risque, en fait. Plus le numérateur est grand par rapport, enfin, plus ce rapport est grand, et mieux c'est. Et donc là, ces portefeuilles sont efficients. Donc, si on reprend le schéma précédent, voilà ce qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir ceci. Donc, en fait, ce qu'il faut visualiser, c'est que, alors, donc là, je vais faire un schéma approximatif. Hein. Donc, un schéma approximatif. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle votre frontière efficiente. D'accord? Frontière efficiente est composée de tous les portefeuilles pour un risque donné présentent la meilleure rentabilité. Donc, vous avez ici votre frontière efficiente. Et vous avez des portefeuilles, portefeuille 1, portefeuille 2, portefeuille 3, etc. P1, P2, P3, etc. Là, vous avez le RF. Voilà. En fait, le portefeuille que vous allez retenir, c'est le portefeuille dont le ratio de Sharpe est le plus élevé. Pourquoi? Parce que qui se mesure par quoi? Par la pente de la droite. Oui, tracé P. Celle-ci, vous avez un ratio de Sharpe. Vous savez, cette droite-là, entre P1 et P2, qu'est-ce que vous choisissez? On choisit celle qui a la plus grande pente, donc P1. Voilà. Vous voyez, P1 et P2 sont tous les deux des portefeuilles efficients. Mais P1 a un ratio de Sharpe plus élevé. D'accord?
Alors maintenant, pour les calculs, il suffit d'appliquer la règle. Donc ici, on va donc faire tout simplement, si RF égale 2%, on va donc calculer à chaque fois le ratio de Sharpe pour chaque situation. Bon, je ne les fais pas toutes, hein, mais je pense que je vais vous donner les réponses puisque, alors, donc ici, j'ai le ratio de Sharpe. Chaque portefeuille. Je fais juste le premier calcul. Donc, vous avez quoi? La rentabilité, l'espérance de RA, donc l'espérance de RP, d'accord? Donc, je fais les rapports suivants, hein. Et comme c'est des pourcents, je garde en pourcents, vous voyez? Alors, donc ici, j'ai un rapport. Ici, j'aurai un rapport, etc. Alors ici, j'aurai donc espérance de RA, espérance de PA, donc 6%, moins le taux sans risque, 2%, sur le risque de PA, 5,66. Est-ce que ça va? Et ça fait combien? 0,71. 61? 71. 71. Très bien. Ici, ça fait donc pareil. Espérance de Monsieur, RP. monsieur, Oui, il vaut mieux que vous écrivez 70, 67 plutôt. Enfin, pardon, 0,70, 67 parce que le P2, il aura le même résultat si on l'arrondissait. alors donc c'est 0 combien alors ici? Alors, 0,70, 67. 70, 67? Voilà, c'est ça. Très bien. Et ici, donc, ça me fait donc espérance de RA 7 moins 2 sur 7. Et ça fait, J'ai 71, 43. OK. Monsieur, juste pour savoir, le premier dénominateur, c'était 5,66 ou 6,66? Qu'est-ce que je vous avais donné? Pour moi, c'était 5,66. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai donné, oui, Ah, 5,66. ok, d'accord. Bon, j'avais marqué 6,66, c'est pour ça. Ok. Alors, ça fait donc, après, on a dit 8 moins 2 sur 9,31. D'accord? Oui, ça fait 64, 45. Voilà. Après, on a 58, 04. Alors, 50. Alors là, il faudra 0,58, c'est ça? Voilà, 0,58, 04. Voilà. Et après, on a. Voilà, c'est bon après. Attendez, 1, 2. L'autre, Ah non, attendez. il en manque un. 2, 4, 5. Il en manque un. 70, Donc, je suis là, 10 moins 2 sur 15. Ah oui, il manque. Pardon, 53, 33. Combien? 53, 33. Voilà. Donc, le portefeuille qui a le plus grand ratio de Sharpe, c'est le portefeuille 2. OK? Donc, le choix se portera sur 2. C'est bon? Oui. OK. Alors, on continue notre exploration, si vous voulez bien. Donc là, vous avez compris la première partie. Et donc, tout ça pour arriver à dériver ce qu'on appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez votre frontière efficiente, vous avez votre frontière efficiente. Et vous avez ici RF, l'actif sans risque. Vous avez ici le portefeuille comme on a pris A. Vous avez ici un portefeuille qui fait partie de la frontière efficiente que j'appellerai, allez, on va l'appeler A. Donc j'ai la droite RA, RF dont on a parlé tout à l'heure. L'objectif, c'est de trouver la droite qui a la plus grande pente. D'accord? Mais bien sûr, qui passe par RF
mais qui passe par un point de la courbe. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de combiner le titre sans risque avec un portefeuille efficient. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Mon objectif, c'est de combiner Avoir moins de risques et d'être efficient, quoi. mon souci, c'est de combiner l'actif sans risque, d'accord? Très important. C'est comme ça qu'on va établir donc le modèle d'équilibre, d'accord? Donc établir et donc composer l'actif sans risque avec un portefeuille appartenant à la frontière efficiente. Autrement dit, avec un portefeuille efficient. Est-ce que c'est bon? Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le portefeuille, celui-là, il est mieux que celui-là? Quelle est d'après vous la position optimale de la droite? Quelle est la droite qui présente la plus grande pente, sachant bien sûr qu'il y a un point commun avec la frontière efficiente? C'est là. Quelle est d'après vous la droite qui présente la plus grande pente, donc le plus grand ratio de Sharpe, mais qui a un point commun avec la frontière efficiente? C'est la droite qui est comment? C'est la droite qui est comment? C'est celle qui a la plus grande pente, normalement, non? Oui, mais quelle particularité elle va avoir? Elle sera tangente à la courbe. Voilà. Il n'y a pas plus haut. Ah, ok, oui, effectivement, oui. C'est la droite qui est tangente à la courbe. Et vous savez ce que représente ce point-là de tangence? Ce point de tangence, qu'on appellera le point M, c'est le portefeuille de marché. On va dire, il représente tous les actifs, bien sûr, sur le marché dans la proportion de leur capitalisation. Ça, c'est le portefeuille de marché. Et donc là, on va établir l'équation de cette droite qui va nous donner donc, on va aboutir à ce qu'on appelle le modèle d'équilibre des actifs financiers. Donc, on va déterminer l'équation de la droite RFM. Alors, qu'est-ce que c'est M? Qu'est-ce que c'est M? Le portefeuille M, c'est bien sûr son espérance, c'est espérance de RM, vous me suivez ou pas? Rentabilité du marché et risque de RM. Donc, par rapport à ce qu'on a écrit tout à l'heure, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Espérance. Qu'est-ce qu'on a écrit tout à l'heure? Donc, l'espérance de mon portefeuille, espérance de RP. Vous me suivez ou pas? Mon portefeuille est composé de quoi? D'un titre sans risque et du portefeuille de marché. Est-ce que c'est bon? Par rapport à ce qu'on a écrit tout à l'heure, il est égal à quoi? À RF. Qui peut finir la phrase? Plus combien? Ben il n'y a qu'à remplacer quoi? RA, espérance de RA par quoi? Par espérance de RM. Il n'y a qu'à remplacer quoi? Écart type de RA par écart type de RM. Est-ce que ça va? Oui, effectivement, bah oui, puisqu'on remplace le point A par le point M. Voilà. Donc ici, j'écris mon numérateur. Mon numérateur, c'est quoi? Espérance de RM Oui, moins espérance de RF, moins RF VRF plutôt. Et écart type sur risque du marché, M. d'accord? Que multiplie écart type de RP. Est-ce que ça va? Rappelez-vous ici, c'est le couple RP, espérance de RP. Est-ce que ça va? Yes, c'est bon. C'est bon jusque-là? Ouais. OK. Ah ben, écoutez, je vous laisse noter tout ça parce que je pense que
Donc ici, vous avez compris qu'au départ ici, nous avions une frontière efficiente. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est la frontière efficiente. Tous les portefeuilles qui se trouvent là, pour une rentabilité donnée, ils ont le plus faible risque, et pour un risque donné, ils ont la plus forte rentabilité. Est-ce que c'est bon? Mais il y a une frontière qui la surpasse. Est-ce que tout le monde a compris que la nouvelle frontière efficiente, c'est RFM? Oui, monsieur. Tous les portefeuilles qui sont là surclassent les portefeuilles qui sont là. Est-ce que c'est bon? Donc, la droite RFM est la nouvelle frontière efficiente. D'accord? Bien sûr, dans l'hypothèse où on a, bien sûr, du RF et portefeuille de marché. Alors, donc, les investisseurs, ils vont se constituer donc des portefeuilles incluant l'actif sans risque et le portefeuille M. D'accord? Mais ce portefeuille M est le portefeuille de marché. Le portefeuille M est le portefeuille de marché, c'est-à-dire un portefeuille qui comprend tous les titres cotés dans la proportion de leur capitalisation boursière. Donc, en effet, chaque investisseur voulant détenir le portefeuille M procédera aux transactions appropriées. Ces transactions, n'est-ce pas, ne prendront fin que lorsque tous les investisseurs auront des portefeuilles identiques, c'est-à-dire des portefeuilles comprenant les titres cotés dans les proportions de leur capitalisation boursière. Et donc, ainsi va se réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande de chaque titre et l'équilibre général du marché. D'accord? Donc ici, donc le choix que vous ferez, ça sera fonction de la selon bien sûr les proportions que vous voudrez mettre dans l'actif sans risque et dans le portefeuille de marché. C'est le fameux X qui est compris entre 0 et 1 si on est là-dessus, et si on emprunte pour investir dans le portefeuille. Est-ce que c'est bon? Ça, vous aurez un taux, n'est-ce pas, X plus grand que 1. OK? Donc là, on vient d'écrire que donc, la rentabilité du portefeuille P est donnée par cette relation linéaire. Vous me suivez ou pas? Oui. Donc ça, c'est bien l'équation d'une droite. D'accord? Alors, excusez-moi. Alors, rappelez-vous, lorsque on a abordé la droite caractéristique du marché, vous avez donc un titre. Lorsqu'on a ici la rentabilité du marché, d'accord, RM, et nous avons la rentabilité d'un titre, donc j'ai appelé ici RI, et vous avez ce qu'on appelle un nuage de points, d'accord, et on effectue ce qu'on appelle une régression linéaire, d'accord. On effectue une régression linéaire par la méthode des moindres carrés et on obtient ce qu'on appelle l'équation caractéristique qui est là. Et bêta, c'est le bêta du titre. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Ça, c'est le bêta du titre qui est égal à quoi? À la covariance le bêta du titre, ce qui mesure, si vous voulez, la variation, la sensibilité du titre par rapport au marché. Lorsque vous avez un bêta plus grand que 1, ça veut dire que les variations du titre amplifient celles du marché. Autrement dit, vous avez un bêta égal à 1, vous allez avoir le titre qui va suivre exactement la variation du marché. Si le marché prend un point, le titre prendra un point. Est-ce que c'est bon? Lorsque vous avez un bêta plus grand que 1, un titre dont le bêta est supérieur à 1 est un titre régressif, il va amplifier les variations du marché. Inversement, un bêta plus petit que 1, c'est un titre défensif, il va donc bien sûr suivre l'évolution du marché, mais de manière beaucoup plus modérée.
Donc, lorsque vous avez un titre qui a un bêta égal à 1,12, lorsque le marché augmente de 10%, ben, le titre augmentera de 12. Lorsque vous avez un bêta dont le titre est égal à 0,8, lorsque le marché augmentera de 1%, le titre augmentera de 0,8%. Est-ce que ça va? Yes, pour moi, c'est bon. OK, donc là c'est le fameux, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là, c'est ce qu'on appelle, donc vous avez, vous avez un titre, il est composé, comment dirais-je, à chaque titre est attaché ce qu'on appelle un risque systématique, c'est le risque du marché, et un risque spécifique qui est lié au titre. Donc là, si vous voulez, le petit delta ici, le petit epsilon que j'ai déjà expliqué, c'est la partie spécifique au risque. Donc le risque du titre, la variance de RI, c'est le risque systématique plus le risque spécifique. Donc là, j'ai écrit maintenant, au lieu d'écrire variance, j'ai écrit le risque au carré. D'accord? Donc, si je prends un portefeuille ici pour changer les sigles, si je prends mon portefeuille P, donc j'ai le risque du portefeuille, n'est-ce pas? Le risque du portefeuille, donc le risque du portefeuille de la rentabilité de P est égal à quoi? Au bêta du portefeuille, au bêta du titre, d'accord? Au carré, multiplié par le risque de la rentabilité du marché. Le M, c'est la rentabilité du marché. Est-ce que vous me suivez? Yes. D'accord? Plus le risque spécifique. OK? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le portefeuille M est par définition parfaitement diversifié. Le portefeuille du marché est parfaitement diversifié. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que s'il est parfaitement diversifié, ça veut dire que son risque comment? Son risque spécifique, il est comment? S'il est parfaitement diversifié, son risque spécifique, cette partie-là, elle est comment? Elle est nulle. Est-ce que c'est bon? Mhm. D'accord? Donc, il ne comporte pas de risque comment? Spécifique. Ça veut dire que cette partie-là, le sigma de epsilon, est égal à combien? À 0. Donc, il me reste quoi? Le risque de la rentabilité du portefeuille, vous me suivez? Est égal à quoi? Au bêta au carré, multiplié par le risque de la rentabilité du marché. Est-ce que ça va? Et Yes. donc, qu'est-ce que je tire? Ouais, j'ai écrit la même chose ici. Je mets ça Ouais, égal à ouais, 0. Hein, c'est bon? Donc, ouais, ça ouais. me fait quoi? Ça me fait donc bêta 2 est égal à quoi? Un sigma de RP au carré D'accord? sur sigma au carré de R1. Très bien. Et maintenant, je peux prendre la racine carrée des deux membres. Vous me suivez? Ouais. Et donc, bêta égale sigma de RP, d'accord? Sur sigma de RM. Est-ce que ça va? Ça va. Mais sigma de RP sur sigma de RM, c'est quoi que j'ai appelé tout à l'heure ça? C'est X. X, eh ben, je le remplace. Le X, rappelez-vous, c'était ce rapport-là. Oui, ce rapport-là, c'est X, ça. Vous voulez Ouais. dire? Ouais. Eh ben, je vais le remplacer par bêta, ce qui va me donner espérance de RP, vous me suivez ou pas? Ça va? Est égal à quoi? Égal à RF RF plus espérance de RM moins RF. plus. Alors, ça, ce rapport-là, c'est quoi on a dit? On avait dit que c'était bêta Voilà, bêta, je multiplie espérance de quoi? de RM RM moins moins RF. RF. Vous me suivez jusque-là? Mhm. Eh bien, ça, c'est l'équation du MEDAF. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment ça? Espérance de RM moins RF. La prime de risque. Donc,
on vient, alors, donc là, si on énumère la quantité, je répète, la quantité espérance de RM moins RF, c'est la prime de risque. D'accord? Le bêta, alors là, bien sûr, j'aurais dû écrire, comme c'est le portefeuille, j'aurais dû écrire le bêta P, le bêta du portefeuille. Est-ce que c'est bon? Et après, ce sera le bêta d'un titre. C'est bon? Le bêta P, c'est quoi? C'est représente le risque systématique du portefeuille P. C'est le risque systématique, rappelez-vous, puisque le risque spécifique, le risque du marché, il n'y a pas de risque, le risque spécifique est nul. Est-ce que c'est bon? Donc le bêta P, c'est le risque systématique du portefeuille, et donc seul ce risque est bien sûr rémunéré, d'accord? Puisque le risque spécifique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'éliminer par diversification. Donc ne rémunérer que le risque comment? Systématique. Et c'est quoi l'espérance de RP? Ben, c'est la rentabilité requise ou la rentabilité espérée par les opérateurs qui investissent dans le portefeuille P. Autrement dit, la rentabilité attendue par les investisseurs, c'est le taux sans risque plus la prime de risque multipliée par le bêta du titre. Est-ce que ça va? Ouais, pour moi, c'est bon. OK. Alors, est-ce que je l'ai formulé plus proprement plus bas? Pas vraiment ici. Je regarde juste rapidement. Pas vraiment. Tac, tac, tac. Ben, tant pis. Je dois l'avoir, je dois l'avoir écrit plus proprement quelque part, mais où est-ce que j'ai écrit ça tout à l'heure? Voilà. Bon, je vous laisse copier ça. On se prend une pause. Entendu. D'accord. Et alors, donc l'équation, donc ça me donne ce qu'on appelle tarifé, donc un titre, espérance de RM. Alors ça, j'efface tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé là? Relation. Là. Donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué. La pointe de la droite, c'est le ratio de Sharpe. Donc, il donne la rentabilité excédentaire de l'actif A ramené à une unité de risque. Donc, un investisseur qui a le choix entre plusieurs actifs mutuellement exclusifs, il portera son choix sur l'actif ayant le ratio de Sharpe le plus élevé. On pourra étendre ce portefeuille. Donc, on pourrait étendre ce portefeuille à un portefeuille composé de plusieurs titres et d'actifs dans le portefeuille de marché dont on a parlé précédemment. Et donc là, on a obtenu ce qu'on appelle l'équation tout à l'heure. Cette équation-là, c'est ce qu'on appelle en anglais the capital market line. D'accord? Capital market line. Alors, si vous permettez, alors ici, là, alors on revient à ce qu'on a dit, ici, voilà. Donc là, maintenant, donc tout le monde a compris lorsque vous vous calculez donc l'espérance de RI. Alors, attendez, je vais prendre mon stylo. Donc, l'espérance, on a vu que l'espérance de R. Alors, voilà, RP. Donc là, c'est en général, donc on a établi que l'espérance de RP, d'accord, est égale à RF, plus le bêta du titre,
le bêta donc ici du portefeuille, que multiplie la prime de risque. Est-ce que ça va? C'est bon? Et ça, c'est la fameuse pente de tout à l'heure. OK? Donc là, le sigma M, là c'est toute la manipulation que j'ai faite précédemment. OK? Donc ce qu'on retient, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est maintenant représenter ce qu'on appelle, alors si vous permettez, je vais prendre une nouvelle diapo, ce qu'on appelle la droite de marché. Donc en fait, imaginons que je représente la droite avec pour abscisse le bêta du titre. Vous me suivez ou pas? Donc je vais représenter une droite. Regardez bien, je vais représenter une droite. Donc ici, j'ai la rentabilité du portefeuille. Et là, je vais prendre le bêta du titre. Est-ce que ça va? D'accord? Donc là, si vous préférez l'équation de ma droite, ça sera Y égale petit b plus, et c'est ça ma pente en fait, petit a, et le x, le x c'est le bêta, vous voyez le x, et ça c'est le y, d'accord? Donc si je mets bêta égale à 1, est-ce que tout le monde a compris? Je prends mon bêta égale à 1. Qu'est-ce qui va se passer ici? Espérance de RP est égale à quoi? Donc rappelez-vous ici, j'ai toujours le titre sans risque, on est d'accord? Là, j'ai RF. Est-ce que ça va? Là, j'ai RF. Il faut bien me suivre. Si je pose bêta égale à 1, que devient cette équation? Bêta égale à 1, ça devient quoi? Donc ça fait RF plus, Espérance de RM moins RF. très bien, espérance de RM moins RF. D'accord? Ça fait donc espérance de RP, c'est combien? Ah, c'est juste espérance de RM. Est-ce que ça va? Donc si je prends ici dans mon axe un bêta égale à 1, vous me suivez? En abscisse, je prends bêta Monsieur, égale à 1, oui? juste Dylan, il a plus le micro, il dit. Ah, alors qui n'a plus le micro, c'est Dylan. Dylan. OK. Voilà, c'est réparé. Merci, monsieur. J'avais juste un moment, ça s'est déconnecté et du coup, j'ai perdu le micro. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes d'accord que si le bêta égale à 1, l'espérance de RP, c'est l'espérance de la rentabilité du marché? Oui, oui. Ouais. Ouais. Écrit espérance de la rentabilité du marché. Donc ici, je trace là, et j'ai le point qui est là. Le point qui est là, c'est l'espérance de la rentabilité du marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la droite de marché. D'accord? Ça, c'est la droite, d'accord? La droite de marché. En anglais, tout à l'heure, on avait parlé de la CML,
Hein, tout à l'heure, on avait parlé de la CML. Là, la droite de marché, elle s'appelle la SML. Ça se lit Security, Market Line. D'accord? Donc, et ça, c'est le portefeuille du marché. D'accord? Alors, ici. Donc, en fait, est-ce que vous avez compris que cette relation-là, on peut l'écrire pour, là, je l'écris pour le portefeuille P, mais on peut l'écrire pour n'importe quel titre. J'explique. La rentabilité attendue d'un titre. Espérance de RI. D'accord? Un titre I. Elle est égale au titre sans risque plus le bêta du titre multiplié par la prime de risque. Ça, c'est valable pour n'importe quel titre, isolé. Et c'est comme ça que, donc là, cette droite-là permet de réaliser l'équilibre du marché, offre et la demande. Donc, lorsque vous avez un titre qui est placé sur cette droite, vous me suivez? Il est tarifé normalement. Mais vous pouvez avoir des titres qui sont situés soit au-dessus de la droite des marchés, soit au-dessous. Est-ce que vous êtes d'accord? L'équilibre du marché, ce sont tous les titres qui vont tous se positionner là. Mais il arrive qu'un titre peut avoir une rentabilité ici, sa rentabilité, elle est là, et son bêta, il est là. Vous êtes d'accord? Là, ce titre, il a ce bêta-là, d'accord? Son bêta est égal à combien? À, je sais pas, 1, quelque chose, d'accord? 1,60, d'accord? Et sa rentabilité, elle se lit ici. Est-ce que tout le monde a compris que ce titre-là, tout le monde voudra l'acheter? Vous me suivez ou pas? Oui. Puisqu'il a une rentabilité supérieure à ce qui est attendu par justement la tarification du MEDAF. Donc, tous les titres, normalement, doivent se positionner ici. Si un titre se positionne soit au-dessus, soit au-dessous, il y a un ajustement qui se fera selon le principe de l'offre et la demande pour que l'équilibre soit rétabli, afin que ce titre-là retombe sur la droite. Et le titre qui est ici, l'équilibre va se rétablir, afin qu'il remonte sur la droite. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui se passe pour ce titre-là? Donc, ce titre-là, il présente une meilleure rentabilité que celle qui est attendue. Vous me suivez? Donc, en fait, tous les investisseurs voudront l'acheter. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Rappelez-vous, comment on calcule une rentabilité? Rappelez-vous, donc là, je suis quasiment à l'introduction. La rentabilité d'un titre I, c'est le prix à l'instant 1 moins le prix à l'instant 0 divisé par le prix à l'instant 0. Est-ce que c'est bon? Oui. On a déjà vu cette relation, d'accord? Donc, en fait, ici, tous les investisseurs voudront l'acheter, donc P0 va monter. Donc, la rentabilité va diminuer. Et donc, forcément, le titre là, il va se retrouver à l'équilibre et va se retrouver là-dessus. Est-ce que c'est bon? Donc, je répète, la rentabilité de ce titre est supérieure à celle qui est attendue.
par le marché. Est-ce que c'est bon? Donc, ça a pour effet donc, que forcément, les investisseurs vont vouloir se l'offrir. Et donc, mécaniquement, ça fera baisser sa rentabilité. Parce qu'en effet, si P0 représente le prix du titre aujourd'hui, si P0 représente le titre du titre aujourd'hui, d'accord? Et P1, son prix prévisionnel à la fin de la période, ben, le rendement prévisionnel du titre va forcément, P0 va croître, P0 initialement va monter, ce qui fera forcément baisser la rentabilité. Inversement, qu'est-ce qui se passe avec ce titre-là? Il a une rentabilité comment? Inférieure à celle qui est attendue. Que vont faire les investisseurs? Ils vont le vendre. Vous me suivez ou pas? Ouais. Ils vont le vendre. Ce qui veut dire que ce prix P0 là va baisser. Donc ce rapport-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Et donc il va augmenter jusqu'à arriver où? À l'équilibre. C'est pour ça qu'on l'appelle ce modèle-là, le modèle d'équilibre des actifs financiers. Ok. Donc, n'importe quel titre doit être sur cette droite-là, n'importe quel titre. Tout le titre qui se trouve au-dessus ou en dessous, il y a forcément un ajustement qui va se faire selon le principe de l'offre et de la demande, selon le principe de l'équilibre. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, voilà la séquence. Donc, donc là, il y a ce qu'on appelle la SML, c'est-à-dire la Security Market Line, la droite de marché, où en abscisse, vous avez le bêta du titre, et où en ordonnée, vous avez sa rentabilité. Et il y a ce qu'on appelle aussi le Capital Market Line, donc la droite de marché, donc qui, elle, va en abscisse. En abscisse, rappelez-vous, c'est le risque du portefeuille ou le risque du titre, et en ordonnée, la rentabilité du portefeuille ou la rentabilité du titre. Est-ce que ça va? Alors, cette équation-là, cette relation-là du MEDAF est très intéressante puisque le prochain cours que l'on fera, donc on va l'utiliser souvent pour justement calculer, estimer le coût des capitaux propres. En appliquant la règle suivante, le coût des capitaux propres RC, d'accord? C'est le taux sans risque. Alors, bien sûr, si l'entreprise est cotée plus, bien sûr, le bêta du titre, ou si l'entreprise n'est pas cotée, on prendra des entreprises qui sont de situations similaires et qui sont bien sûr cotées. Donc, plus le bêta du titre, fois la prime de risque. C'est-à-dire rentabilité du marché, moins le taux sans risque. Moins, voilà. Et donc là, ça vous donnera le coût des capitaux propres qu'on abordera lorsqu'on aura à évaluer donc une entreprise, c'est-à-dire, rappelez-vous, le coût moyen pondéré du capital se compose de deux composantes, le coût des capitaux propres et le coût de la dette. D'accord? Donc, quand on vous parle de droit de marché, c'est en abscisse le bêta du titre et en ordonnée l'espérance des rentabilités du titre. Est-ce que ça va? Ok. Alors, j'essaie juste de voir si je trouve un exo ou deux. OK. Donc, l'énoncé est trop long. On va faire ceci. Alors, on vous donne
on vous donne 3 titres, d'accord? On vous donne 3 titres, c'est bon? Alors, titre 1. Alors, titre 1, 2, 3, 4. Non, titre A. Donc, on a 3 titres. A, B et C. Nous avons la rentabilité anticipée de chaque titre. Rentabilité anticipée de chaque titre. D'accord? Qui pour A, c'est 7, bien sûr en pourcent. 7% pour A, 8% pour B et 9,5% pour C. Et nous avons ici le bêta de chaque titre. Le bêta du titre A, c'est 0,6. 0,7 pour le titre B et 1,3 pour le titre C. C'est toujours en pourcentage, monsieur? Toujours en pourcentage. Le bêta, non. D'accord, Ah non, le bêta, non. ok. Le bêta, rappelez-vous, le bêta, c'est le marché, donc ce sera toujours autour de 1, 1,5, 2, 0,8, ok? C'est le bêta, hein? C'est la rentabilité qui est en pourcent ici. Ok. Très bien. Donc, question numéro 1. Alors, question numéro 1. À partir de l'équation de la relation du MEDAF, donc à partir de la relation du MEDAF, à partir de la relation du modèle d'évaluation des actifs financiers, d'accord? Alors, obtenu précédemment parce que l'exercice est relativement long, d'accord? Obtenu précédemment, je vais vous la donner. Obtenu précédemment. D'accord? Calculer l'espérance, calculer l'espérance de rentabilité de ces titres. De rentabilité de ces titres. OK? Ok. Alors, attendez. Question suivante. Comparer ces espérances de rentabilité. Comparer ces espérances de rentabilité avec les rentabilités anticipées. Avec les rentabilités anticipées. Alors, avec les rentabilités anticipées, donc ça suppose quoi? Ça suppose que ici, je vous donne RF est égal à combien? 4%. Non, oui, RF est égal à 4%. Et la prime de risque, est égale à 5%. OK, je vous laisse. Alors, pour reprendre, pour être complet, juste une dernière question. Présenter la droite de marché des titres. Donc, présenter la droite
de marché des titres, c'est-à-dire la SML, de Security Market Line, d'accord? Et la position des rentabilités anticipées des 3 titres étudiés, d'accord? Et la position des rentabilités anticipées des 3 titres étudiés, vérifier la situation évoquée. Bon, donc ça, on n'a pas, puisqu'on n'a pas les questions. Donc, je vous demande de tracer la SML, donc des titres, voilà. Allez-y. Donc ici, nous avons les rentabilités anticipées pour A, B et C. Nous avons donc le taux des OAT, donc le titre sans risque a une rentabilité de 4%. Donc le modèle, donc l'équation du MEDAF, ou la relation du MEDAF me permet d'écrire que donc espérance d'un titre, c'est 4%. Plus le bêta du titre, multiplié par la prime de risque qui est de 5%. Est-ce que ça va? Donc, pour le titre A, on va donner donc les rentabilités selon le MEDAF. D'accord? Pour le A, B et C. Alors, selon le MEDAF, le titre A, son bêta est égal à combien? À 0,6. Donc, la rentabilité théorique du titre A, donc rentabilité selon le MEDAF. Ou si vous préférez, rentabilité théorique. Et donc, le titre A a un bêta de 0,6, ce qui me fait 4% plus 0,6 que multiplie 5%. Donc, ça fait du 7%. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, je vois que le titre A est en concordance avec la rentabilité anticipée. Donc, le titre A, par rapport à la rentabilité attendue, le titre A est bien sur la droite du MEDAF. Puisque la rentabilité théorique, c'est 7%. Maintenant, quand le titre du titre B, pareil, 4%, plus le bêta du titre, que multiplie la prime de risque. Donc, ça fait du 7,5%. Ça veut dire quoi? Que le titre B Il est en dessous. est au-dessus. Ah, au-dessus. Ah oui, non, oui, il est au-dessus. Il est au-dessus. D'accord? Donc, en fait, quand je vais tracer ma droite, le titre B sera au-dessus. Donc, c'est un titre qu'il va falloir acheter. D'accord? Il est sous-évalué par rapport au MEDAF. Parce que le MEDAF l'évalue à 7,5. Alors là, ce qui est attendu, c'est 10. OK? Je prends le titre C et j'ai donc 4% plus le bêta du titre fois 5%. Donc là, ça fait quoi? Du 15, 6,5, ça fait du 10,5%. Est-ce que ça va? Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ça, c'est la rentabilité anticipée des investisseurs. Et ça, c'est la rentabilité, c'est l'espérance de rentabilité théorique. Est-ce que ça va? Oui. Donc, si je trace ma SML, c'est ma droite de marché,
J'ai dit que la prime de risque était de combien déjà? La C'était 5%. 5%, ce qui veut dire que la rentabilité du marché, donc la rentabilité du marché moins le taux sans risque, égale, on a dit 5%. Mais comme RF égale combien? Égale 4, ce qui veut dire que l'espérance de RM, c'est combien? L'espérance de RM, c'est 9. voilà, 9%. On est d'accord? Ouais. OK? Ça veut dire que si je trace ma SML, ma droite de marché. Donc là, j'ai mon bêta. Là, j'ai espérance du titre. Donc là, je vais graduer en allant par pas de 0, 0, 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1. 1,1, 1,2, 1,3. Donc, pour mes rentabilités, je vais commencer, on va dire, RF, c'est 4%. Et je vais aller jusqu'à peu près 10. Donc, 1, 2, 3, 4%. Alors, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, etc. Donc, je sais que RF, c'est 4. Je sais que lorsque le bêta égale à 1, c'est la rentabilité du marché. Donc, c'est combien? Espérance de rentabilité du marché, 9%. Vous me suivez? Oui. Donc, ici j'ai donc pour 9, non, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bien là. Là, je suis espérance de RM. Là, j'ai un bêta égal à 1. Donc là, j'ai ma SML. Donc, je trace ma droite de marché, ma Security Market Line. Il sera comme ceci. D'accord? Ce qui veut dire en théorie, si je prends tous ces titres-là, si je prends le A en théorie, lorsque le bêta est 0,6, en théorie, je lis 0,6, je vais lire forcément 7. Vous me suivez? Oui. Ouais. Là, si je prends 0,6 ici, bah, mon schéma n'est pas précis, hein, mais je devrais lire ici 5, 6, 7. À peu près. D'accord? Donc, tous les points qui sont là sont sur cette droite. Parce que là, c'est la rentabilité théorique. Est-ce que vous Tout à me fait. suivez? Vous me suivez? Oui. Oui. Maintenant, je positionne mes valeurs là. Il se trouve que A, sa rentabilité théorique, c'est 7%. Donc, le A est bien évalué. La rentabilité anticipée est de 7%. La rentabilité théorique est de 7%. Donc, le titre A est bien sur la droite. Est-ce que vous me suivez? Oui. Maintenant, si je prends le titre B, sa rentabilité théorique est de 7,5. Bien sûr, pour un bêta égal à quoi? Pour un bêta égal à 0,7. Donc, mon bêta égal à 0,7, il est quelque part ici. D'accord? Non, c'est un cran en dessous, monsieur. 0,6. Ah oui, ça, c'est 0,6 déjà. Voilà. Là. Donc, on peut Donc, monter là. 0,7, c'est là. OK? Oui. Donc, pour le bêta égal à 0,7, la rentabilité anticipée est de 10%. Ça veut dire que le titre B va être situé au-dessus.
quelque part ici, qui fait combien on a dit 10. Est-ce que ça va? Ah, c'est plus haut, monsieur, le 10. Ah oui, d'accord. Encore au-dessus. Encore au-dessus. C'est vrai, c'est vrai, Michel, merci. Donc le 10 est là, à peu près, ça? Oui, oui, c'est pile poil là. Oui. Voilà. Donc, vous voyez très bien que le titre B, en fait, est sous-évalué, donc les gens vont l'acheter. Et donc, pour retomber sur cette droite. En revanche, le titre C, sa rentabilité attendue est de combien? 9,5, alors que théoriquement, il est de 10,5. Cette fois-ci, le titre C va se trouver, le bêta est égal à quoi? 1,3. Donc, le titre C va se trouver quelque part au-dessous, d'accord? Le titre C, pour 1,3, il va se retrouver quelque part ici, qui était combien? 9,5, d'accord? Je regarde. Bon, là, ce n'est pas très précis, vous avez compris. Hein? Oui, 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 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, bah, il va se retrouver quelque part ici, vous voyez? En dessous quand voilà. même. Voilà. Donc, les gens, ils vont le vendre afin qu'ils rejoignent la droite. Voilà le principe. Voilà. Voilà, j'essaie d'être un peu, pas trop technique, mais en même temps pour que vous compreniez. J'ai pris un peu le temps de l'explication. C'est une partie du programme qui en fait dérange. Mais qu'une fois que vous avez compris, ce qu'il faut retenir, c'est le modèle du MEDAF qui vous permet de tarifer. Donc, il faut retenir simplement ceci, que tout simplement, l'espérance, la rentabilité espérée d'un titre I, c'est RF, la rentabilité du titre sans risque, d'accord, plus le bêta du titre multiplié par la prime de risque, qui est égale à la rentabilité, l'espérance de la rentabilité du marché, moins la rentabilité du titre sans risque. Et voilà. Et ce modèle-là est très utile pour la suite aussi. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on va tarifer, on va évaluer le coût des capitaux propres. D'accord? Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Ok, au revoir. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée.